Merci à Charlotte parce qu'elle a vendu un système de ma présentation. Je vais vous présenter aujourd'hui en fait un cadre de réflexion qui a alimenté mon examen doctoral, ma première année de doctorat qui s'est terminée en décembre dernier. Et je vais faire ça en deux temps, sur 20 minutes. Donc, en premier, je vais parler de la dynamique des systèmes, je vais poser l'économie circulaire dans la dynamique des systèmes. Et après ça, on va aller regarder un petit peu l'état de l'art sur certaines thématiques. Et à partir de ça, on va voir des constats, des perspectives et tout ça. Donc, la dynamique des systèmes, en fait, avant de définir la dynamique des systèmes, on va définir les systèmes. J'étais vraiment mal timé parce qu'on arrive à la dernière journée. On parler de systèmes tout le long du colloque. J'ai encore plus mal timé parce que Charlotte a défini les systèmes un peu plus tôt. On va devoir reculer un petit peu, mais il y a quand même des liens qu'on va pouvoir faire. Moi, je vais prendre la définition de Lemoyne. Lemoyne voit un système en 6 éléments. En fait, il voit un objet qui se situe dans un environnement, il cherche à aller chercher une finalité, et pour ça, ben, il a un fonctionnement, une structure et surtout une évolution temporelle. J'aime beaucoup la définition de Lemoyne pour deux raisons, notamment parce que c'est très axé sur ces éléments-là. Et même la phase synthèse, en fait, elle reprend les 6 éléments tels que décrits. Je l'aime aussi parce qu'elle parle de l'évolution temporelle. Le système évolue dans le temps. Et ça, c'est un élément nécessaire pour un système dynamique. Il faut trois choses de plus pour un système dynamique. Donc, de un, qui évolue dans le temps. De deux, qu'il a un état. Donc, on est capable de le prendre en photo, de l'évaluer, de le décortiquer. Et de trois, qui prend des rétroactions. Donc, quand Charles parlait de force extérieure, on parle, en fait, c'est ça, des rétroactions. C'est des liens de cause à effet qui influencent le comportement du système. Une autre façon de le voir, c'est essentiellement de dire, bien, en fait, qu'est-ce que le système peut faire aujourd'hui dépend de qu'est-ce qui est arrivé dans le passé. Et donc, un système dynamique, c'est un système qui évolue longtemps, dont l'état est influencé par la réponse. Avec ça, on peut enfin parler de la dynamique des systèmes, et ça, c'est le fun parce que la dynamique des systèmes, c'est juste la méthode d'étude des systèmes dynamiques. Ça va être assez simple. J'ai mis beaucoup la table pour juste dire, en fait, on va présenter une méthode aujourd'hui. Une méthode qui se fait en deux temps, qualitative, quantitative. Vous allez venir bien avec ça, avec prendre la présentation. Mais avant, on va juste établir que l'économie circulaire, en fait, c'est un système dynamique. On est capable de faire l'exercice avec l'économie circulaire et de lui mettre ces 8 éléments-là. Donc, en premier, on va prendre l'objet, c'est l'économie, au sens usuel du terme, là, comment on organise nos activités pour la richesse. Et on se situe dans la planète. On a parlé de système Terre un petit peu plus tôt, et pour être aussi global comme affirmation, ben, il faudrait prendre l'environnement le plus global qu'on veut. Et on n'est pas encore à l'âge de la science-fiction, fait les ressources spatiales, on n'en parle pas dans quelques luminaires. Ensuite de ça, la finalité, c'est la préservation des ressources et des écosystèmes. Selon la norme ISO même, on parle de régénération aussi. Le fonctionnement, on l'a vu un petit peu, c'est beaucoup de la gestion des flux. En fait, même dans la structure, on voit des parties prenantes qui ont des échanges de flux. Parties prenantes, c'est large. C'est nous sommes des parties prenantes en milieu de la recherche, mais c'est aussi l'industrie, c'est aussi monsieur, madame, tout le monde, c'est n'importe qui. La gestion des flux aussi, c'est à prendre au sens large, c'est pas juste des flux de matière, c'est des flux monétaires, des formations, et j'en pense. Dernier élément d'intérêt, c'est l'évolution et l'état. Donc, les deux ensemble, souvent, on utilise des indicateurs pour évaluer, décortiquer l'économie circulaire. On peut penser à Circle Economy et le Circularity Gap Report, qui fait l'état du taux de circularité à travers le temps. Donc, on voit que c'est un outil qu'on utilise beaucoup dans l'économie circulaire. Et moi, aujourd'hui, je vais me concentrer surtout. Ah, attends, avant ça, la rétroaction. Je n'ai pas trouvé de rétroaction fédératrice. On a beaucoup parlé d'effets rebonds. C'est ça qu'on parle beaucoup en économie circulaire, c'est de dire, hey, on va faire quelque chose, puis finalement, ben, ça se passe pas aussi. Le cas classique, c'est l'efficience, c'est se dire, ben, parce que j'améliore l'efficience du produit, j'ai besoin de moins de matière pour fabriquer mon produit, mais je rends un produit plus accessible, et donc plus de gens l'achètent, plus de ressources sont pour ça. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur trois éléments, fonctionnement, structure et rétroaction. Vous allez voir que le fonctionnement et la structure, en fait, ça va un peu ensemble. La rétroaction, ça sera un élément à part. Donc si on regarde la structure et le fonctionnement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très bon à définir nos systèmes. On n'est pas si bon que ça à les mettre en relation avec d'autres systèmes. Et on a essayé de regarder ça à travers les dollars et on a pris la loupe de l'écologie. Donc, on a pris en fait les relations symbiotiques en écologie. Et lorsque deux espèces sont en interaction, il peut y avoir un bonus, un malus. Et ça crée une des 6 relations que vous voyez à l'écran.
Petit bémol sur le neutralisme, les écologues disent que ça existe en théorie, en pratique. Est-ce qu'on a vraiment une relation symbiotique si personne n'en bénéficie? On n'en bénéficie pas. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé regarder des études en dynamique des systèmes, qui parlent d'économie circulaire, qui sont des chiffres et qui parlent d'une notion de transition, et on est capable de dégager, si on veut, ces relations symbiotiques-là. Et lorsqu'on fait ça, en fait, on a juste 4 études qui passent à travers les mailles du filet. Et donc, la première étude, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé une symbiose industrielle de betteraves sucrières. Et eux, ils ont vraiment dit, bien, à chaque scénario qu'on fait, on veut s'améliorer, on veut rendre ça plus symbiotique, on veut vraiment mettre en place du mutualisme. C'est vraiment assumé dans leurs études. Et ça fait que le constat principal, c'est qu'on améliore la résilience par l'implémentation de cette étude-là. La deuxième étude, je l'aime pas mal plus, par contre, 40 scénarios de circularité sur les systèmes aliments, d'eau et d'énergie. Ils ont fait 2 grandes familles de scénarios. Un scénario technologique, c'est-à-dire on améliore par la technologie, et un deuxième de scénario de changement de comportement. Ils ont trouvé que les changements de comportement avaient plus d'impact sur la consommation générale des ressources. Et là, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que chaque scénario s'améliorait un des 3 systèmes. Et dans certains cas seulement, ça en améliorait d'autres. Plus souvent qu'autrement, ça ne faisait aucun effet sur les autres systèmes. Un exemple de scénario, c'est ils disent on va remplacer les têtes de douche, ça consomme moins d'eau. Quand tu prends ta douche, tu prends de l'eau chaude, fait que ça consomme moins d'eau chaude, fait que ça consomme moins d'énergie. Mais souvent, sinon, il n'y a vraiment pas d'effet sur les autres systèmes. Et il faut faire attention un petit peu aussi parce que il y a le système Terre, comme on parlait, il va aller chercher pour remplacer la technologie, il faut aller chercher des ressources. Donc là, il y a un peu une forme de parasitisme, en fait, qu'on peut voir. Troisième étude, ils se sont posé la question, est-ce que l'adoption de la plateforme Too Good To Go en Italie réduit le gaspillage alimentaire? La réponse est non. Donc là, on voit un petit peu comment ça passe. Puis eux, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'à travers des programmes d'éducation, c'est vraiment la technologie qui faciliterait la réduction du gaspillage alimentaire. Mais il faut éduquer la population pour pouvoir y aller. Dernière étude, c'est encore un effet Nexus, cette fois-ci avec des matières résiduelles. Et eux sont plus été en mode exploratoire. On va chercher à créer des immeubles pour identifier des symptômes. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que le mot mutualisme revient 3 fois sur 4. Il reviendra un petit peu plus tard, mais avant. On a un petit peu de rétroaction. La rétroaction la plus étudiée, c'est l'effet rebond. Alors, ce que je surprends personne aujourd'hui en parlant de ça. Et comment on l'étudie en dynamique de système, c'est qu'on l'utilise de façon très qualitative. C'est-à-dire qu'on va créer des diagrammes de double causal, comme vous voyez à l'écran, pour expliquer comment ça fonctionne l'effet rebond. La première étape, en fait, c'est de caractériser le système, et après ça, on va pouvoir le quantifier, ce qui est pris. Et pour comprendre ce diagramme-là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a une flèche, c'est qu'il y a une relation de cause à effet. La flèche avait un signe positif ou négatif. Positif, ça veut dire que les 2 éléments évoluent dans le même sens. Négatif, c'est qu'ils évoluent dans le sens opposé. Si on fait un peu l'exercice, on va commencer à regarder la consommation locale de ressources. Souvent, ce qu'on s'attend, c'est que quand on la réduit, on réduit aussi la consommation générale de ressources et donc on a moins de choses à faire pour une soutenabilité générale. Et des fois même, en fait, juste d'agir nous donne l'impression qu'on a moins à faire. Mais dans les faits, ce qui arrive plus souvent qu'autrement, c'est qu'il y a un petit effet rebond qui apparaît, lequel, dans ce diagramme-là, ça se veut volontairement générique pour être un petit peu universel. Il y a un effet. Tous les effets rebonds vont changer l'offre ou la demande, ce qui fait que ça va changer la consommation des ressources. Et vous voyez qu'il n'y a pas de polarité dans l'effet rebond, parce que ça pourrait accélérer la transition, mais souvent, autrement, en fait, ça donne des effets escomptés qui sont moins grands. Donc, toujours, ces 3 boucles-là qu'on voit souvent, et c'est très qualitatif. Si on veut aller dans le quantitatif, ce qu'on voit souvent dans les études, c'est cette formule-là, qui est essentiellement une formule de mesure d'erreur entre les retombées attendues et les retombées réelles. Et donc, il y a un petit peu, par contre, un gap ici à bridge en bon anglais. C'est-à-dire que si tu veux avoir une mesure quantitative, tu prends ça, mais il n'y a pas d'études de dynamique de système qui mesurent ça. Donc, tout encore ici. Il y a un petit lien à faire encore entre les deux. Mais ça va, c'est assez clairement établi, donc c'est quelque chose qui pourrait être réalisable dans les prochaines années.
Donc, c'est un petit peu ça l'état de l'art, qui nous amène à voir un peu les constats et les perspectives. Donc, déjà, on va commencer avec les constats. Les frontières du système, je ne vous le cache pas, c'est assez limité. Je l'ai dit un petit peu plus tôt. Pour en définir nos systèmes, on est moins bon à les mettre en relation avec les autres. Sauf que les mettre en relation avec les autres, ce que ça va nous permettre de faire ou d'étudier, d'anticiper, c'est de considérer le transfert d'impact. C'est-à-dire, je prends mon système, oui, je m'améliore, mais en fait, je délègue tous les problèmes négatifs aux autres. On va pouvoir anticiper ça, puis on va pouvoir le prédire par la suite. Et on a aussi une vision très optimiste. Vous avez vu dans les études, on est très mutualisation, mutualisation, mutualisation. On veut atteindre l'économie circulaire, ça a du potentiel, on veut le réaliser. Mais il n'y a pas de beaucoup d'études qui font comme attends, de quelle façon ça peut chier? Il n'y a pas beaucoup d'études qui prennent juste une approche inverse, puis je crois que c'est important de le faire, pas pour dire, pas pour vraiment matraquer l'économie circulaire, mais pour anticiper justement des pièges. L'avantage avec la dynamique des systèmes, c'est qu'on est encore en modélisation, on est encore, c'est un modèle qui va être sur un ordinateur, ne pas implémenter. Puis si on voit quelque chose là, on peut déjà corriger ça avant son implémentation, donc on peut être proactif par rapport à ça. Ensuite de ça, ben, il y a pas les considérations sociales sont très limitées. Les quelques études qu'on a vues étaient axées sur l'emploi. Le bain qu'on a vu pour l'emploi, c'était un des cadrans, je pense 10 de mémoire. Là. Donc, très axé sur l'emploi, très limité. Juste le dit hier, pour ceux qui étaient là, ben, toute innovation n'est pas socialement neutre. L'économie circulaire s'intègre dans un jeu et ça a un risque de défi. Certaines stratégies de circularité sont vraiment bonnes sur le plan environnemental, mais j'ai des gros trucs sur le plan social. Et ça, c'est l'ingénieur. Je vais sûrement pas assez souvent le dire, il y a juste une seule rétroaction étudiée. Il y en a peut-être d'autres qu'on ne connaît pas qui pourraient être aussi dangereuses. Au contraire, un bon levier, une bonne accélération. Ça, c'est un peu les constats. Donc, avec ça, qu'est-ce qui vous amène? C'est des perspectives, des pieds relevés. Il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est sûr qu'il y a des petites mises en garde, mais c'est aussi une invitation à aller chercher plus loin. Donc, élargir les frontières du système, déjà, frontières territoriales. Si on change d'environnement, on change de système, c'est déjà bien. Et on peut voir un peu les frontières d'impact. On peut voir aussi l'intégration d'un système dans son territoire. On parle des territoires parce qu'on peut considérer les autres systèmes impactés, comme je l'ai présenté un petit peu plus tôt, et évidemment inclure la population et le bien-être. J'ai eu la joie de trouver des indicateurs sur la distribution du revenu qui sont des facteurs de justice sociale, donc il y a moyen de le quantifier, il y a moyen d'exploiter ça, ce qui est super. Sur de ça, élargir la fenêtre de temps. L'horizon de temps doit être suffisamment large, là, c'est à définir, mais suffisamment large. Pourquoi? Parce que les rétroactions sont généralement très lentes. L'effet rebond, là, quand on présente dans un diagramme de Bloch-Kozak, quand je dis, oui, ben, t'améliores, en fait, l'efficience, ça coûte moins cher, c'est ça qui fait que c'est plus accessible. Ça prend du temps. Dans les faits, c'est quoi? Ben, oui, ça va coûter moins cher à la longue parce qu'en fait, le produit va évoluer plus lentement que l'inflation. Plus de gens peuvent l'acheter. C'est ça qui le rend plus accessible. Et donc, en élargissant les fenêtres de temps, on peut voir ces rétroactions-là arriver et se produire. Et encore, on peut anticiper le négatif pour pouvoir mieux l'intégrer dans la vraie vie. Et finalement, ben, je ne dirais jamais assez souvent, il faut caractériser des nouvelles rétroactions en recherche. Donc voilà, c'était pas mal tout pour ma présentation. C'est un cadre de réflexion que je présente aujourd'hui, que je veux faire évoluer tant au travers de ma thèse et avec vous aujourd'hui à travers une période de discussion. Merci. Je peux poser une question de stagiaire, peut-être. Je l'ai dit, je n'ai pas de cerveau blanc. Tu sais, la relation de commence à Alice. Peux-tu donner un exemple? J'ai comme de la misère à imaginer quelqu'un qui n'aurait pas de bénéfice scientifique, pourquoi il irait dans cette relation-là? En écologie, c'est vraiment. Je pense qu'il y avait un exemple de mouche qui s'alimente sur la fourrure d'un animal. Ça ne fait rien à l'animal. Mais la mouche, elle a de la bouffe. Mais essentiellement. Puis là, si on le transpose dans l'autre colonne que tu nous as présentée à droite, où là, ben, en économie circulaire, comment ça. Est-ce qu'on est capable d'avoir un exemple qui illustrerait ça? Ben, moi, j'en aurais un, moi. Les carbone forts. Ouais. Les carbone forts, en fait, utilisaient la chaleur perdue d'un bâtiment. Donc, évidemment, pour le propriétaire du bâtiment, c'est relatif. Mais les autres bénéficient de
de l'énergie en fait, générée par la chaleur perdue. C'est super, ça répond. L'échelle aussi va suivre un peu cette direction-là. Ils prennent des invendus d'épicerie. L'épicerie, ils sont débarrassés, ça ne changera pas grand-chose. Ben, des fois, il faut qu'ils payent pour. C'est une feuille. Ben, c'est ça. Donc, il y a un bénéfice à faire ce don-là. Yes, d'accord. Autre question. Merci pour la question. Oui. Quand on parle des effets rebonds, Ouais. les effets rebonds, c'est souvent la externalité négative, en fait. Tu parlais, avec raison, de l'exemple de la surconsommation d'un produit dont plus déficient, en fait, donc puis évidemment, son baisse, donc plus accessible pour consommer. Mais il y a aussi un bénéfice social pour les consommateurs en eux-mêmes. Si ce produit-là est un produit de nécessité, par exemple, de première nécessité. Comment on fait l'arbitrage entre les deux, en fait, entre le... Excellent. Parce que, moi, comme biologiste, en fait, je m'opposais, c'est pas un grand mot, là, mais à la conception de base du développement durable avec l'équilibre des trois sphères. Parce que pour moi, si ton système s'amplifie, en fait, éventuellement, tu vas les dépasser les limites planétaires, alors que l'environnement, pour moi, c'est la condition essentielle. On ne peut pas toucher à ça parce que c'est ce qui nous permet de nous développer, de vivre et survivre en tant que tel. Alors, dans ce contexte-là, comment est-ce que justement dans ta dynamique des systèmes, le bénéfice social, est-ce qu'il compense pour l'externalité négative générée par plus grande consommation? Autrement dit, peut-être que ma réflexion n'est pas claire, mais est-ce qu'on doit justement établir qu'il y a un intouchable pour la préservation de la ressource? Si je peux m'aventurer là-dedans, il y a un équilibre à atteindre entre les deux, certainement. Après, est-ce que le téléphone cellulaire qu'on se produit à chaque année coûte de moins en moins cher? On est capable d'avoir un téléphone, il faut être capable de le toffer plus longtemps. Mais il y a définitivement une question, un équilibre à poser entre le bénéfice social et les externalités environnementales. Je pense qu'à travers, j'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais à travers l'État, l'évolution, à travers nos indicateurs qu'on peut utiliser pour évaluer ça, il faut le considérer pour s'assurer que ces visions-là soient adéquates. Pour dire, OK, oui, on en perd un petit peu d'un point de vue environnemental, mais soudainement, la population va le faire monter. Peut-être qu'on a de prendre ce petit sacrifice. Jusqu'à où, justement, jusqu'à où on en perd pour environnemental? Comment définir cette limite-là à ne pas dépasser? Mon père réflexe, c'est-à-dire les limites planétaires, mais plus largement, je ne pense pas que j'ai encore une réponse claire à ça. À la place, j'ai juste un corps de réflexion qui va permettre de le dire. On peut le modéliser et s'amuser à faire, OK, on va le pousser loin, le plus loin possible pour voir qu'est-ce qui arrive si on fait beaucoup d'externalités environnementales. Puis on peut évaluer ça. L'avantage de la modélisation, c'est qu'on peut évaluer des futurs possibles qui vont être super difficiles à mettre en place. Je n'ai pas la réponse, mais je sais comment y atteindre si je m'y intéresse. Oui, je voulais revenir là-dessus. En fait, c'est qu'on n'a pas la réponse. Donc, si on veut chercher plus de réponses, on risque de se tromper. Non, on va se tromper, finalement. Donc, l'idée, c'est beaucoup plus de scénariser, donc d'avoir plutôt une démarche prospective avec un modèle qui est assez générique. Puis, à mon avis, la vertu, c'est pas tant la réponse que le modèle va nous donner dans sa précision, que l'image qu'il va donner et qui va rétrocéder sur le consommateur, le citoyen et autres, qui lui-même va prendre conscience des trajectoires et qui va possiblement changer sa vision d'un futur. Donc, au lieu de réglementer, je pense que c'est passer plutôt par une meilleure compréhension des forces en présence. Et là, un modèle de dynamique des systèmes nous permet de nous mettre dans cette perspective-là pour savoir où est-ce que collectivement on veut aller finalement. Oui. Très intéressant. Je me demandais, au niveau de la rétroaction, tu parles spécifiquement des effets de rebond. Je me demandais, au niveau de l'économie circulaire, est-ce que ça a été regardé au niveau des effets d'addition? Par exemple, au niveau énergétique, je ne sais pas si tu es familier avec la notion d'effet d'addition. Au niveau énergétique, par exemple, on essaie, par exemple, de transitionner de ressources, donc de pouvoir quitter le pétrole pour aller vers des énergies renouvelables. On se rend compte que souvent, on va se mettre à produire plus d'énergie renouvelable, mais on ne substitue
pas le pétrole, ça s'additionne en fait, donc on consomme plus d'énergie, les prix baissent, le cycle tourne et finalement on consomme en France. Est-ce que cet effet d'addition-là est regardé et étudié dans les dynamiques du système de production? Je viens de m'apprendre un nouveau terme. J'en ai vu un petit peu. Donc, les études d'effet rebond qui étaient axées sur vraiment à le chiffrer, eux parlaient d'effets additifs. Une des études, c'était est-ce que l'économie circulaire, en fait, grandit la grosse part ou grandit la table. Oui. Parce que sur leur cas d'application, c'était des téléphones usagés. Ils montraient que ben, finalement, quand les téléphones usagés sont accessibles, ben, les personnes ont deux téléphones. Il y a cet effet d'addition-là, je ne l'ai pas exploré comme plus que ça, parce que dans le cas de cette étude-là, ça a été caractérisé comme un effet rebond. Mais définitivement, je vais plus loin. Un petit point, d'ailleurs, c'était... Ah non, vas-y. Non, vas-y, je vais rebondir sur ce que tu disais. Je fais la réponse, pas si vite. Mais le même effet a été vu dans le textile, dans la vente des habits de seconde main. En fait, ça ne diminue pas du tout l'achat des habits d'un au contraire. Les gens s'en achètent plus. Culpabilise en achetant une seconde. De manière aussi plus générale, ce que j'ai vu dans les lectures, c'est il y en a qui justement disent ah, mais là, je suis vegan, c'est correct, j'ai fait ma part, puis l'effet rebond indirect, c'est ben, je vais payer un voyage en Europe. Ouais, bah, du coup, j'allais rebondir sur votre intervention, puis sur celle de Mathias. À partir du moment où on mise tout sur une seule pratique, c'est-à-dire de faire sa source principale, par exemple pour une entreprise, de se dire je ne vais avoir comme entrée que des déchets, ça veut dire qu'il faut produire des déchets. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, en fait, déchets, on s'entend, toujours ce qui est défini comme déchets, mais ça veut dire qu'il y a besoin de déchets. Les personnes qui, on le voit dans différentes conférences, qui inventent des technologies pour réutiliser par exemple les emballages plastiques, des bouteilles en plastique, qui sont considérées comme déchets, ça veut dire que leur seule entrée de flux de matière est la bouteille en plastique. Ça veut dire que la bouteille en plastique doit être produite et jetée pour être considérée. Dans la fiabilisation, c'est le même problème. Exactement. Un bon coup, en même temps, on captive. Exact. Et du coup, j'allais rebondir sur ce que tu disais par rapport aux simulations. Le MIT, justement, a fait ces simulations par rapport aux limites planétaires et puis de voir les différentes courbes où on allait se mettre. Puis on voit qu'on est sur pas un bon scénario. Mais du coup, ça n'a pas. Moi, c'est ce qui me pose question. C'est vraiment une question fondamentale. On sait, on voit les perspectives, on voit les scénarios. Ça date de 72. 50 ans plus tard, plus, ça n'est pas intégré. C'est ça, moi, vraiment ma question fondamentale. Je sais qu'il faut effectivement... mais voilà, j'ai vraiment une question par rapport on a la connaissance et puis ça ne percole pas, entre guillemets, et puis ça ne se met pas en action. C'est vraiment l'actionnabilité des savoirs, ça me reste un point qui est compliqué. Pour répondre là-dessus, donc, cette étude-là, dans deux de leurs scénarios, le premier, c'est on va changer le comportement pour réduire la génération de matières résiduelles. On va l'installer un biométhaniseur. Quand je regarde ça, je peux m'attendre, tu veux réduire, puis là, si tu veux réduire ton intrant, l'enjeu ici, les scénarios ne sont pas super compatibles entre eux déjà de base. Et même de manière plus générale, en fait, c'est que une des raisons pourquoi, selon moi, on a de la difficulté à mettre en application ces principes-là, c'est qu'on a toujours ce biais économique. Il faut toujours s'attendre à ce que faut faire de l'argent, le cash is king, croissance infinie, blablabla. Dans les faits, il faut, Callisto Pinot en parlait dans ses cadrans, puis beaucoup d'autres études en parlaient aussi par la suite, c'est qu'il faut explorer au-delà de ça pour voir qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut arriver vers là. Bon, il y a des petits pièges parce que... Toi, dans ta recherche, à la place du MIT, c'est ça, tu vas faire justement des scénarisations et puis après, tu vas dans un deuxième temps t'accompagner te faire accompagner pour transférer tes résultats ou... Moi, juste. En fait, c'est que juste mettre ça en application, ça fait l'objet de ma thèse
assez bien. Pour postdoc, c'est justement de faire un Ouais, exact. Voilà, je ne pas ça. Juste pour le monde à mentionner. Puis, aussi, une dernière affaire aussi, c'est que beaucoup des études, une des études l'avait nommé quand même assez bien, mais en fait, c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. C'est peut-être la réponse, c'est peut-être au-delà de notre système économique qu'il faudrait penser.